parliez de Donald Trump, ça sera le dernier sujet aujourd'hui. Donald Trump qui lorgne sur le Groenland après le Venezuela. Alors, la Maison-Blanche a agité, y compris l'option militaire. Personnellement, moi, je n'y crois absolument pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez autour de la table. Mais par contre, ce qui semble se dessiner, c'est peut-être un deal pour racheter le Groenland. Est-ce qu'on peut acheter des pays, Gaëlle Mac ? Alors, les États-Unis se sont construits en achetant des régions. En fait, en 1783, quand le Royaume-Uni a donné son indépendance aux États-Unis, il y avait 13 États des 50 États actuels. Et ensuite, en l'espace de 100 ans, en gros, les États-Unis n'ont cessé d'acheter des territoires. Ils ont commencé par acheter la Louisiane, mais Louisiane très étendue. Napoléon. C'est une très grande C'était Louisiane. C'était à peu près la taille du Groenland, d'ailleurs. Voilà, c'était une très grande Louisiane. Un tiers de la superficie des États-Unis. À un prix qui correspondrait, si j'ai bien compris, à 400 millions de dollars actuels pour 2,2 millions de kilomètres carrés, ce qui est une très très bonne opération immobilière. 3 cents par acre. Voilà. Ensuite, ils ont racheté la Floride aux Espagnols. Ensuite, ils ont racheté au Mexique ils ont conquis, ils ont fait la guerre. Oui, mais aussi, ils ont racheté. Ils ont racheté des bouts et puis ils ont fait la guerre. Certains bouts, notamment autour de l'Arizona, du Colorado, de la Californie, etc. Et puis, ils ont racheté l'Alaska aux Russes en 1845. Donc, ils ont racheté quelque chose qui ressemble beaucoup au Groenland aussi, l'Alaska. Un gros bloc de glace, oui. Voilà, et jusqu'en 1917, où ils ont encore racheté les îles Vierges aux Danois. Donc le Danemark a déjà un historique de vente aux États-Unis. Donc les États-Unis, ils ont quand même construit leur nation en bonne partie en rachetant des territoires. Ils ont déjà dans le passé, dans l'histoire, proposé de racheter le Groenland. Pour eux, ça ne représente pas une nouveauté. Ça a été quand même comme ça en partie que leur nation s'est construite. Et comme dit Donald Trump, c'est une très grosse opération immobilière. Bon. Après maintenant la question comme c'est Gaza d'ailleurs. Voilà. Alors sauf que dans ces transactions, il y avait quand même un acheteur et un vendeur. C'est ça la différence avec aujourd'hui. Il tord le bras un peu du vendeur. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de vendeur. Je veux dire, voilà, le Danemark répète, et même le Groenland, d'ailleurs, répète qu'ils ne sont pas à vendre. Et après, il reste aussi, si on va vraiment dans la politique fiction, quelle valeur aurait le Danemark, puisqu'on parle de 12 milliards, le Groenland, 12 milliards à 77 milliards, si j'ai bien lu. Donc, de 12,5 à 77 milliards de dollars. Voilà. Donc voilà, ce qui est quand même une fourchette assez large. Donc voilà. Truman avait déjà proposé de racheter le Groenland pour 100 millions en 1946, d'ailleurs. Donc c'est une belle progression sur le marché international. Et je conclus juste en disant que Donald Trump, dans son slogan Make America Great Again, le great correspond aussi à grand. Au sens superficie. Propre. Voilà, grand en termes de superficie. Il semble qu'il soit assez obsédé par l'idée qu'il n'est pas le plus grand pays du monde en termes de millions de kilomètres carrés. C'est pour ça qu'il voulait bouffer le Canada aussi. Donc voilà, donc il se dit si je bouffe le Canada et le Groenland, il lui faut les deux. Devant la Russie, c'est ça ? Je passe devant la Russie. Voilà, il lui faut les deux, le Canada et le Groenland. Et là, j'ai la taille sur la map monde. Je suis le plus grand pays géographiquement en termes de surface au monde. Et en fait, ça semble peut-être un peu, étrange, mais c'est une marque de puissance supplémentaire dont rêve Donald Trump. Qu'on peut comprendre tout à fait, c'est l'ère des empires et des prédateurs. Gaëlle Sliman. Là, c'est quand même très inquiétant ces positions sur le Groenland parce que, Raphaël, on est parti sur cette idée de peut-on racheter ? Oui. Mais c'est pas le propos qui est tenu. Il ne s'agit pas de pronostiquer une éventuelle intervention militaire, mais les mots employés sont des mots bellicistes. Oui. On ne mesure pas bien, mais c'est inédit depuis la Deuxième Guerre mondiale, entre alliés, entre les États-Unis... À l'intérieur de l'OTAN. À l'intérieur de l'OTAN, de menacer militairement, parce qu'il parle bien de menaces militaires concrètes, un pays dont il est l'allié, effectivement, membre de l'OTAN. Mais c'est un peu la technique de négociation de Donald Trump, c'est qu'il vous met une grande droite dans la figure, et puis après on discute. C'est là où je voulais en venir, c'est que, Gaëlle l'a dit, mais racheter des pays, surtout des pays très peu peuplés, où on pourrait garantir la vie des Groenlandais. C'est techniquement faisable. C'est la pire stratégie politique possible de le faire au vu et au su de tout le monde, puisque maintenant, il est impossible pour le Danemark d'accepter de vendre le Groenland. Ce serait, d'une certaine manière, se prostituer
pour les Danois. Et c'est impossible pour l'Union européenne d'accepter qu'on torde le bras au Danemark. C'est-à-dire qu'il s'est mis, Donald Trump, dans une situation stratégique où, à part l'option militaire, il est un peu contraint, alors qu'il aurait pu, pour le coup, il a dit des choses parmi les folies qu'il a pu raconter, il a dit des choses qui sont pas fausses, quand il dit que quel est l'intérêt stratégique pour le Danemark de posséder cet État si loin de ses terres, avec si peu de population, d'en faire si peu de choses, puisque là, ça pour exploiter au niveau, niveau minier, au niveau pétrolier, tout ce qu'il veut là-bas. Donc, c'est vraiment, c'est ce que j'ai dit quelques fois ici, en termes de stratégie politique, une erreur majeure, et qu'on voit souvent chez Donald Trump, ce qu'il appelle l'art du deal, c'est-à-dire en gros, le ferrailleur dans sa casse auto, qui met un coup de pression au pauvre gars qui a sa voiture en panne et qui vient chez lui. Cette stratégie-là, en politique, elle ne fonctionne pas. Elle ne marche pas. Elle donne des résultats contre-productifs. Alors, c'est sûr que les autres politiques, les autres dirigeants ne sont pas habitués à avoir affaire à un ferrailleur. Et du coup, sans offense pour les ferrailleurs, d'ailleurs. Tout le monde s'écrase, mais la réaction européenne a été. Et du coup, les gens s'écrasent. Mais sur le Venezuela, est-ce que vous avez observé les premières réactions ? On ne parle pas de Maduro, encore une fois, on a des sondages qui vont sortir là-dessus, qui vont vous montrer l'état de l'opinion, la sidération des Français, qui ne soit pas regretté, c'est une chose. Mais le droit, bafouer le droit international de cette manière-là, de façon aussi spectaculaire, et avoir comme première réaction sur X, de la part du président de la République française, on ne regrettera pas Maduro, c'était un dictateur, ce qui est vrai, mais c'est quelque chose qui est sidérant. Donc oui, son attitude provoque une forme de lâcheté de la part des Européens pour le moment, mais il n'empêche que si l'objectif était de récupérer le Groenland en le rachetant, il s'est mis dans la pire des situations pour y parvenir. Alors, on termine avec vous, Christian Saint-Etienne. Je rappelle votre dernier ouvrage, Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe, aux éditions Odile Jacob. Quelles sont les conséquences de tout ça pour nous ? Alors, les conséquences d'abord, c'est absolument considérable pour les États-Unis. Les États-Unis, on n'a pas le temps, mais les États-Unis viennent de basculer. Ils étaient le garant de l'ordre international de 1944 jusqu'en 2016. Il faut relire la déclaration de San Francisco de 1945 que les Américains ont écrite eux-mêmes et dans laquelle ils disent que tous les États doivent être respectés indépendamment de leur taille. C'est les Américains qui ont écrit ça dans la déclaration de San Francisco. C'était le monde d'Emmanuel Kant, mais enfin, on est plus dans le monde de Thomas Hobbes. Oui, d'accord, mais de même que la France, on disait une histoire millénaire, celle des États-Unis, elle est séculaire, certes, mais les pays ont des surmois collectifs quand même. Donc voilà, ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est le manque de réaction à l'intérieur des États-Unis, parce qu'on est en train de violer aussi l'histoire américaine. Mais en un mot, c'est une erreur fondamentale. Pourquoi ? Parce qu'on comprend sur le plan stratégique, il a raison. On ne peut pas imaginer que la Chine ou la Russie mettent la main sur le Groenland. Mais ils pouvaient parfaitement faire un deal avec le Danemark, avec la population du Danemark, en disant OK, nous sommes le protecteur stratégique, personne d'autre ne peut venir, ils auraient signé. Et en contrepartie, on va vous donner 5 milliards de dollars par an pour faire des investissements dans les infrastructures. Ils l'ont déjà fait d'ailleurs, il y a un accord. Et une base américaine au Groenland. Voilà, il y en a même deux, je crois. Donc c'est une erreur conceptuelle, mais le mot-clé, c'est celui de Gaël Sliman, c'est-à-dire qu'ici, on a un casinotier ferrailleur qui négocie comme il a toujours négocié. C'est pas un chef d'entreprise, c'est pas l'ère des prédateurs. Voilà, c'est des costauds et des puissants, d'où l'intérêt pour l'Europe de se réveiller très certainement. Absolument.